Amir Mgazi, je suis avocat en droit des affaires et en droit du sport. Alors, la différence entre un agent sportif et un avocat en droit du sport est assez simple. Le rôle d'un agent sportif est essentiellement de placer un joueur, c'est-à-dire de lui permettre de trouver un club ou de permettre à deux clubs de s'accorder sur un transfert. Donc il a un rôle de courtier, il a un rôle d'intermédiaire, de rapprochement des parties. Et dans ce contexte, il peut aussi être amené à gérer la carrière de joueur, à manager la carrière de joueur, mais son rôle essentiel est de trouver des clubs ou de rapprocher des clubs. L'avocat, lui, a pour rôle, l'avocat en droit du sport, a pour rôle de conseiller juridiquement le joueur et ou l'agent sportif. Dans ce cadre, il va participer à la négociation des contrats, à la rédaction des contrats, il va sécuriser les opérations de transfert et de signature de contrats, mais il sera aussi présent en cas de litige, notamment entre un agent et un joueur, entre un joueur et un club ou entre deux clubs par exemple. Donc le rôle d'un avocat en droit du sport est un rôle juridique, est un rôle de conseil juridique. Alors, l'affaire qui a opposé Lassana Diarra à la FIFA et la Fédération belge de football est assez complexe. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans cette affaire, ça n'est pas Lassana Diarra qui a résilié son contrat, mais c'est son ancien club qui a résilié son contrat pour juste cause. Et lorsqu'un club résilie le contrat d'un joueur pour juste cause, en tout cas à l'époque où cela a été fait à l'égard de Lassana Diarra, il pouvait réclamer des sanctions sportives à l'égard du joueur et des sanctions financières à l'égard du joueur et de son nouveau club. Lassana Diarra a saisi le tribunal de commerce en Belgique parce qu'il estime que l'application de l'ancienne réglementation FIFA lui a porté préjudice et l'a privé de toute possibilité de s'engager auprès d'un nouveau club. Il estime par ailleurs que cette réglementation porte atteinte au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment à la liberté de circulation. Pour vous expliquer précisément les textes qui étaient mis en cause par Lassana Diarra, il faut revenir aux conséquences qui sont prévues par la réglementation FIFA en cas de rupture pour juste cause prononcée par un club ou en cas de rupture sans juste cause prononcée par un joueur. Il faut savoir que selon la réglementation FIFA, le RSTJ, lorsque un club résilie le contrat d'un joueur pour juste cause, il peut réclamer à celui-ci des indemnités financières. À l'époque où Lassana Diarra a été victime de la résiliation du contrat, il était prévu que cette indemnité financière pouvait englober différentes choses. Elle pouvait englober les dépenses supportées par le club, donc indemnité de transfert, commission d'agent. Elle pouvait englober la valeur du contrat actuel du joueur, du contrat résilié, et puis la valeur du contrat futur. Ces critères-là, une fois qu'ils étaient appliqués, permettaient de réclamer au joueur une indemnité financière qui pouvait être très importante. Et au-delà du fait que l'on pouvait réclamer cette indemnité au joueur, il était possible de réclamer que le nouveau club du joueur supporte également cette indemnité. Il y avait un principe de solidarité financière. Et le fait que l'on puisse faire peser à la fois sur le joueur et sur son nouveau club une indemnité financière importante, une sanction financière importante, était constitutif, selon Lassana Diarra, d'un frein à la liberté de circulation, puisque plus vous prévoyez une sanction financière importante et plus vous dissuadez les joueurs de résilier leur contrat et vous dissuadez également des nouveaux clubs de les recruter. Ça, c'était la première chose. À côté des conséquences purement financières, il était prévu dans l'ancienne réglementation, il était prévu une possibilité pour la FIFA, pour la chambre de résolution des litiges de la FIFA, il était possible de prévoir des sanctions sportives. En quoi consistaient ces sanctions sportives? Elles étaient très simples. D'abord, le joueur
sous réserve que la rupture intervienne dans la période dite protégée, le joueur pouvait se voir infliger une interdiction, une privation de jouer pendant 4 à 6 mois. Donc une suspension pendant 4 à 6 mois de tout match officiel. C'était la première conséquence possible. Et à côté de cela, il était possible d'infliger au nouveau club du joueur, c'est-à-dire au club ayant recruté le joueur à la suite de la résiliation du contrat, il était possible que ce club soit interdit de participer au mercato, au marché des transferts pendant 2 périodes d'enregistrement. Donc là encore, Monsieur Lassana Diarra a estimé qu'à partir du moment où il est possible d'interdire à un joueur qui a résilié son contrat sans juste cause de participer à des matchs officiels pendant 4 à 6 mois et d'infliger à son nouveau club une sanction sportive qui était automatique puisque là encore la faute du club était présumée, donc d'interdire à ce nouveau club de participer à des mercatos pendant 2 périodes, et bien là encore, c'était une source de dissuasion, vous dissuadiez les joueurs de résilier leur contrat. Et enfin, la troisième règle qui était mise en cause, qui était critiquée par Monsieur Lassana Diarra, c'était la règle qui, à l'époque, prévoyait pour tout joueur ayant résilié son contrat sans juste cause ou pour tout joueur opposé à son ancien club dans le cadre d'un litige contractuel, il y avait la possibilité pour la fédération de départ, la fédération dont relève le club de départ, de refuser d'émettre ce que l'on appelle le certificat international de transfert. Le certificat international de transfert, c'est un document que toute fédération doit délivrer à la nouvelle fédération auprès de laquelle le joueur s'engage. Donc si vous avez un joueur qui est transféré d'un club français vers un club espagnol, eh bien la fédération française doit délivrer ce que l'on appelle un certificat international de transfert à la fédération espagnole. Sans cela, aucun transfert n'est possible. Et à l'époque, un joueur qui rompait son contrat sans juste cause, eh bien pouvait se voir opposer un refus de délivrance du CIT, du certificat international de transfert par la fédération de départ. Et donc ce refus, il était synonyme d'impossibilité pour le joueur de s'engager auprès d'un nouveau club. Finalement, l'ensemble de ces règles, selon Lassana Diarra, étaient contraires au droit de l'Union européenne et plus particulièrement à la liberté de circulation. C'est la raison pour laquelle une question que l'on appelle question préjudicielle a été posée à la Cour de justice de l'Union européenne. Et il a été demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si ces règles que je viens d'évoquer, sanctions financières, sanctions sportives et possibilité de refuser la délivrance du CIT, étaient contraires ou non au droit de l'Union européenne. Et la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 4 octobre 2024, est très claire. La Cour de justice de l'Union européenne nous dit « Certes, la FIFA est en droit et peut légitimement réglementer le marché pour poursuivre ses objectifs que sont la stabilité contractuelle, la stabilité des compétitions et la stabilité du marché. Cependant, les règles de l'époque prévues par la FIFA vont au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser ces objectifs, pour préserver ces objectifs. Donc, in fine, ce que nous dit la Cour de justice de l'Union européenne, c'est oui, la FIFA peut légitimement réglementer le marché, oui, la FIFA peut prévoir des sanctions. En revanche, les sanctions qui étaient prévues à l'époque étaient disproportionnées. Face à cette situation, face à cet arrêt, on a entendu beaucoup de commentateurs, beaucoup de journalistes notamment, venir dire que l'on allait assister à une révolution et que cet arrêt sonnait la fin du marché des transferts. C'est faux. C'est faux puisque d'abord, à aucun moment, la Cour de justice de l'Union européenne n'enjoint la FIFA à déréguler totalement le marché ou à libéraliser totalement le marché. La CJUE enjoint simplement la FIFA à prendre des mesures, à prévoir des sanctions plus proportionnées, plus adaptées, qui ne sont pas de nature à dissuader de manière abusive les joueurs de leur liberté de rompre leur contrat. En réaction à cela, la FIFA a donc
introduit en janvier 2025 une réglementation dite provisoire qui est censée répondre, remédier à ce qui a été mis en exergue par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc cette réforme, elle est là pour se conformer, en tout cas au moins de manière temporaire, puisqu'on attend une réforme définitive, mais la réforme temporaire est là pour se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître dans cette réforme? D'abord, on constate que, en ce qui concerne les sanctions financières à l'égard des clubs, au profit des clubs, elles existent toujours. La FIFA n'a pas aboli les sanctions financières, la FIFA n'a pas supprimé les sanctions financières. En revanche, ce que la FIFA est venue nous dire, c'est qu'aujourd'hui, une sanction financière doit respecter le principe de l'intérêt positif. Qu'est-ce que l'intérêt positif? L'intérêt positif, c'est l'idée selon laquelle la victime de la rupture, en l'occurrence les clubs, doit être placée dans la même situation que celle dans laquelle elle aurait été si jamais la rupture n'était pas intervenue. Donc il y a un principe de réparation intégrale du préjudice. La sanction ne doit pas être en deçà du préjudice, mais elle ne doit pas non plus être au-delà du préjudice. Cette nouvelle règle, ce nouveau principe général, en réalité, bien qu'initialement il n'ait pas été mentionné dans le texte, il n'est pas nouveau puisque la jurisprudence de la FIFA et la jurisprudence du tribunal arbitral du sport allaient déjà dans le sens de l'intérêt positif. Donc finalement, il n'y a pas de changement majeur de ce point de vue-là. En revanche, là où il y a un changement majeur, c'est que désormais, il n'y a plus de solidarité financière et sportive entre le nouveau club ayant recruté le joueur qui a rompu son contrat sans juste cause et il n'y a plus de solidarité financière et sportive entre le nouveau club qui recrute le joueur qui a rompu son contrat sans juste cause et le joueur qui a rompu son contrat sans juste cause. À l'époque, je vous l'expliquais tout à l'heure, lorsqu'un joueur résiliait son contrat sans juste cause et qu'il était condamné à payer une indemnité, son nouveau club était tenu solidairement de payer cette indemnité et il était également susceptible de se voir prononcer une interdiction de participer au mercato pendant 2 périodes d'enregistrement au motif que sa faute était présumée, sa complicité était présumée. Désormais, il n'y a plus de présomption de faute de la part du nouveau club. Il y a seulement dans l'hypothèse où le nouveau club a commis une faute démontrée par la partie adverse que celui-ci peut se voir infliger des sanctions financières ou sportives. Donc de ce point de vue-là, on assiste à un changement de paradigme. Le deuxième changement qui est notable, c'est que désormais, il est impossible pour une fédération de refuser la délivrance du certificat international de transfert. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'époque, il était possible, en cas de rupture sans juste cause, pour la fédération de départ de refuser la délivrance du CIT. Ce refus était prévu par la réglementation. Désormais, il est très clairement mentionné dans le nouveau texte que l'ancienne fédération elle a le devoir de délivrer le CIT et ce, sans préjudice d'un éventuel litige contractuel. Donc finalement, on a assisté à un certain nombre de changements, mais il est difficile de parler de révolution ou de parler de bouleversement. On peut plutôt parler d'assouplissement ou d'allègement, mais on n'est pas dans une situation où les joueurs pourront librement, sans conséquence, s'engager auprès de nouveaux clubs après avoir résilié leur contrat sans motif valable. L'idée, et je pense que c'est opportun, c'est de maintenir des freins à la libre rupture des contrats, parce que si jamais la FIFA avait décidé de libéraliser totalement le marché en supprimant toute sanction financière et toute sanction sportive, alors la FIFA aurait sonné la fin du marché. Parce que comment voulez-vous qu'un club investisse sur un joueur, paye une indemnité de transfert, si ce club est exposé au fait qu'à tout moment, un joueur puisse rompre son contrat sans motif légitime et sans encourir de sanctions financières ou sportives. Donc, je crois que l'on pourrait réussir à trouver
un meilleur équilibre en trouvant, en ajustant et en précisant peut-être davantage les sanctions financières qui sont susceptibles d'être prononcées au profit des clubs. En revanche, je pense que l'on ne peut pas exiger ou attendre une libéralisation totale et une suppression totale des sanctions à l'égard des joueurs.